Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de belles fêtes de fin d'année, que vous les appréciez au moins autant que mon interlocuteur a apprécié mon petit son. Tu n'es pas tant un bourgeois qu'un wannabe bourgeois, qu'un wannabe bourgeois. Quoi qu'il en soit, mon interlocuteur m'a fait une nouvelle réponse, dont la miniature était d'ailleurs très drôle. Et avant notre débat, je voudrais essayer de lui faire entendre raison sur un point fondamental. Mais avant toute chose, je dois dissiper un terrible malentendu. La réponse donc à Victor Ferry. Déjà, on appréciera sur la miniature le petit doigt d'honneur. Voilà. Peut-être référence à Dragon Ball, mais bon, c'est comme ça dans Dragon Ball, hein, la téléportation de Goku. Je tiens à faire un démenti officiel, jamais je ne me serais permis un geste aussi déplacé à l'égard d'un interlocuteur, j'utilise évidemment les deux doigts, et c'est une référence à Sangoku. Parce que oui, je vois notre échange comme un beau combat, comme un duel au sommet, Sangoku contre Yamcha. Je ne me serais pas permis d'injurer mon interlocuteur, ce ne serait pas raccord avec l'ambiance courtoise et productive que je tiens à donner à ce format. Et à propos de productivité, il est grand temps de faire le point. Voici le rendement du dernier épisode. Cette vidéo m'a rapporté 61,08 €. Et ça, c'est plutôt décevant. Ce faible rendement s'explique quand on s'intéresse à ce qu'on appelle le RPM, le revenu pour 1000 vues de la vidéo qui se situe aux alentours de 3 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce RPM va énormément varier en fonction de la thématique dans laquelle sont classées vos vidéos. Et je pense que je pourrais multiplier les revenus de ces vidéos si je parvenais à les faire classer dans le domaine de l'investissement et de la finance. Je vais donc utiliser un peu plus de termes comme liberté financière, free cash flow, éligible au PEA, Nasdaq, rendement de distribution. En tout cas, je peux maintenant augmenter le fonds d'investissement du drama de 61,08 €. Et à cela, il faut ajouter le rendement des vidéos précédentes qui ont bien travaillé puisqu'elles ont généré 69,68 € depuis la dernière fois. On commence donc à observer un bel effet cumulé avec cette playlist. Et d'ailleurs, si je partage tout ça avec vous, c'est aussi pour vous motiver. C'est pour vous montrer qu'en travaillant régulièrement, on peut multiplier ses sources de revenus. Et ce dont on parle maintenant, c'est quelque chose dont peu de youtubeurs vont vous parler parce qu'ils ont peur de parler d'argent face à leur public. J'ajoute donc 130,76 € au fonds d'investissement et je vous montrerai ce que je vais faire de cet argent. Mais d'abord, je vais essayer de sensibiliser mon interlocuteur sur un point crucial. Ce que je trouve intéressant dans l'échange que j'ai avec Lisandre, c'est qu'on avance. Nous avons échangé sur nos visions du monde, nous avons confronté nos diagnostics et nos solutions. Et c'est sur ce troisième point, celui des solutions, que je voudrais essayer de faire entendre raison à Lisandre, essayer de le sensibiliser. Mais écoutons-le d'abord. Clairement, moi, mon but, c'est pas de reproduire l'expérience soviétique et de reprendre ce modèle-là. Clairement pas. Clairement pas. Je pense qu'on a plein d'exemples, encore une fois, dans le système français, le système des allocations, le système de la sécurité sociale, le système des retraites, qui sont vraiment, voilà, fondamentalement de la redistribution et contre laquelle se battent en permanence les libéraux. Voilà, le pognon de dingue de Macron, c'est cette idée-là, genre, ah, quel pognon on perd là-dedans. Mais en fait, c'est constitutif de ces acquis, effectivement, de la gauche, qui permettent de faire, voilà, de peser dans le rapport inégal entre travailleurs, travailleuses, hein, entre salariés, employés, et les détenteurs du capital, les patrons, les actionnaires, etc. C'est ça la question. Quand j'entends ça, il me semble que mon interlocuteur ne perçoit pas la richesse comme quelque chose qu'on peut gagner, comme quelque chose qu'on peut produire, mais comme quelque chose qu'il faudrait répartir, comme quelque chose qu'il faudrait partager. Et la logique qu'il y a derrière, évidemment, c'est le rejet de la notion de mérite. Il y a des riches, ils ne l'ont pas mérité, il y a des pauvres qui ne l'ont pas non plus mérité, et pour corriger cette injustice, il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. Je vous montrerai que cette idée qui, au premier abord, est non seulement logique, mais généreuse, perd de sa consistance quand on regarde les faits. Mais d'abord, je voudrais laisser mon interlocuteur développer un peu son projet politique. On doit en fait effacer les dettes. C'est même pas on peut pas. On doit effacer l'intégralité des dettes, repartir à zéro, si on veut pouvoir mettre en place un système différent. Mais du coup, ça demande voilà, de remettre aussi en question les fortunes des uns et des autres. Et ça, j'en viens à un deuxième point. Et après, je vais remettre la vidéo, parce que là, 9 minutes, j'ai déjà parlé beaucoup trop. Déjà, 9 minutes, 40 minutes, bon, ça va, le ratio est pas trop dégueu. On va se remettre la vidéo dans quelques secondes, mais juste là-dessus. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait un palier. Voilà, je disais tout à l'heure 1500 €, très bien, 1500 € en dessous desquels, en France, il n'y a personne. Voilà, tout le monde est au minimum à 1500 €. Donc ça, c'est de l'argent qui ne va pas stagner, c'est de l'argent qui va circuler dans l'économie pour que les gens vivent au quotidien. Donc voilà, on peut en créer une partie
par la création monétaire. Et on va aussi en prendre une autre partie, car on va mettre un plafond. Enfin, là, je vous parle de mon système idéal. Hein. On va mettre un plafond, donc un plafond à l'enrichissement. À combien il faut mettre ce plafond? Moi, je le mettrais sans doute très bas, sans doute trop bas pour beaucoup de gens. D'autres le mettraient plus haut. Je pense que ça, pareil, ça doit être déterminé démocratiquement. Est-ce que c'est 100 000 euros par an? Est-ce que c'est 1 million d'euros par an? Je ne sais pas, mais en tout cas, clairement, un plafond à l'enrichissement individuel, ça me paraît une évidence et quelque chose d'assez basique. Alors, il me semble que derrière une apparente bienveillance, ce discours est douteux au plan éthique, parce que ce n'est pas donner un bon horizon aux gens que de leur dire « vos problèmes vont se régler quand on va répartir l'argent des riches ». Et je dirais même que ce discours est démoralisant, surtout quand on a un public de jeunes. C'est pas génial de se lancer dans la vie en se disant que notre seul salut ne dépend pas de nous, de ce qu'on va être capable de créer, de ce qu'on va être capable de produire, mais de la capacité de la société à répartir la richesse créée par d'autres. Ça, ce discours, cette idéologie, c'est le meilleur moyen de stagner, c'est le meilleur moyen d'échouer et de se plonger toujours un petit peu plus dans le ressentiment. Et c'est d'ailleurs ça que cherchent les dealers d'opinion, parce que le business d'un dealer d'opinion, c'est de dire un jour il y aura du poisson pour tout le monde, ce n'est pas d'apprendre à pêcher. Mais à la limite, à ce stade, cela reste un débat de valeurs. Ça reste l'opposition d'une éthique de la responsabilité face à une éthique de la solidarité. C'est pourquoi je voudrais apporter une dimension plus factuelle, en faisant intervenir un économiste qui s'est précisément intéressé à cette question. Est-ce qu'on peut vraiment faire diminuer la pauvreté grâce à des politiques de redistribution? Cet économiste, c'est Thomas Sowell. Thomas Sowell a grandi à Harlem. À l'adolescence, il parvint à intégrer un bon lycée, mais il doit le quitter à 17 ans parce que sa famille n'avait plus les moyens de payer les frais de scolarité. Et pourtant, après son service militaire chez les Marines, il a eu le courage et la détermination de poursuivre des études supérieures, d'obtenir un doctorat en économie et de faire une belle carrière universitaire. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans son parcours, c'est qu'il est venu au marxisme par curiosité et par rigueur intellectuelle, et que c'est exactement pour les mêmes raisons qu'il a rompu avec le marxisme. Pourquoi? Eh bien parce qu'en étudiant l'histoire, il s'est rendu compte non seulement que les régimes marxistes étaient des catastrophes économiques et humaines, mais que même les versions adoucies des idées socialistes, telles qu'elles ont été appliquées dans les démocraties libérales, ont souvent, si ce n'est systématiquement, contribué à empirer le sort des pauvres. Vous trouverez une bonne synthèse de ces travaux dans l'ouvrage qui s'appelle Discrimination and Disparities, et je voudrais vous en lire un extrait qui m'avait frappé. Le taux de pauvreté des Noirs est passé de 87% en 1940 à 47% en 1960, avant la grande expansion de l'État-providence qui a commencé dans les années 60 sous l'administration de Johnson. Il y a eu une baisse beaucoup plus modeste du taux de pauvreté chez les Noirs après le début des programmes massifs de guerre contre la pauvreté de l'administration de Johnson. Quant aux émeutes dans les ghettos, elles n'ont jamais été aussi nombreuses, ni d'une telle violence dans les années 40 et 50 que dans les années 60. Lorsque la vision sociale derrière l'État-providence a triomphé en politique, dans les établissements d'enseignement et dans les médias. Comment expliquer cela ? On peut en débattre évidemment, mais les travaux de Thomas Sowell donnent de nombreux exemples, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, de la même tendance. Plus on étend l'État-providence et plus on ralentit le progrès économique de ceux qui en ont le plus besoin, comme si les programmes sociaux brisaient le moteur économique de leur public cible. Et en lisant Thomas Sowell, vous verrez également comment les programmes de mixité urbaine ont débouché sur plus de ségrégation, et vous verrez également comment plus récemment, le virage inclusif des universités a contribué à plus d'inégalités économiques. Et ça, la logique derrière est assez simple à comprendre. Plus vous partez d'un milieu défavorisé et plus vous avez besoin que vos études vous apportent des connaissances et des compétences. Et si, quand vous arrivez à l'université, ce qu'on vous donne, c'est de la morale et de l'idéologie, même enrobée de bons sentiments, cela ne vous rend pas service. Et pour conclure là-dessus, je ne résiste pas de vous traduire la fin du premier chapitre de l'ouvrage de Thomas Sowell dont je viens de vous parler. Ni Mein Kampf d'Hitler, ni le Capital de Marx ne reposaient sur des tentatives de tester des hypothèses. Si le vaste traité en 3 volumes de Marx était une réalisation intellectuelle plus importante, son concept d'exploitation n'est à aucun moment dans ces 2500 pages abordé comme une hypothèse vérifiable. C'est simplement un postulat de départ sur lequel il a construit tout un édifice intellectuel sans se rendre compte qu'il reposait sur des sables mouvants. Se débarrasser des exploiteurs capitalistes dans les pays communistes n'a pas élevé le niveau de vie des travailleurs, même à des niveaux communs dans de nombreux pays capitalistes où les travailleurs étaient censés être exploités comme le conçoivent les marxistes.
Aujourd'hui, la discrimination, comme explication des disparités économiques et sociales, peut avoir le même attrait émotionnel et intellectuel que l'exploitation en son temps. Mais nous pourrions au moins essayer de traiter cette théorie, ainsi que des théories alternatives, comme des hypothèses vérifiables. Les conséquences historiques du traitement des croyances comme des dogmes sacrés, au-delà de la portée des preuves ou de la logique, devraient suffire à nous dissuader de reprendre cette voie, même s'il est passionnant intellectuellement et émotionnellement satisfaisant d'aborder la politique comme une croisade morale. Alors, pour ma part, j'ai pas de problème avec la redistribution. J'ai pas de problème avec le fait de payer des impôts, au point même que je me suis créé une taxe sur les revenus de cette playlist, parce que c'est en accord avec mes valeurs. Mais il semble quand même que si ce qui nous tient le plus à cœur, c'est de réduire la pauvreté, il faut, à minima, éviter de casser le moteur du progrès économique, à savoir la liberté d'entreprendre. Mais encore mieux, si on veut vraiment que la pauvreté diminue, il faut s'efforcer de créer et de diffuser de la valeur. Et ça, c'est un des enjeux de ce format, vous donner un exemple concret de comment est-ce qu'on peut, avec un peu de travail, certes, mais en faisant quelque chose qui est utile, qui est agréable et qui est intéressant, comment est-ce qu'on peut créer de la valeur. Et maintenant, il est grand temps de décupler cette valeur. Alors, je vous rappelle le principe, je m'impose une taxe Monde Plus Beau de 30% sur les revenus de cette playlist et j'utilise cet argent pour financer des causes, des projets, des créateurs qui contribuent au bien commun. Cette fois, je dispose d'un montant de 25,96 €. Et ce montant, je vais en faire le don au Fonds national de la recherche scientifique, le FNRS, qui est, si vous voulez, l'équivalent belge du CNRS. C'est au FNRS que j'ai fait ma thèse et un de mes postdocs. Je les salue donc chaleureusement en espérant pouvoir faire beaucoup plus pour eux et donc pour le progrès de la science dans les prochaines années. Et maintenant, je vais investir le reste parce que je voudrais pas toute ma vie n'être qu'un wannabe bourgeois. Wannabe bourgeois. Voici l'état de mon portefeuille. Depuis la dernière fois, j'ai acheté une part d'un ETF qui investit dans les entreprises d'Asie-Pacifique qui font des efforts en matière de RSE, de responsabilité sociale et environnementale. J'ai aussi renforcé ma position dans mon ETF qui investit dans les énergies d'avenir et j'ai également ajouté une part d'un ETF qui investit dans les entreprises européennes qui versent des hauts dividendes parce que je voulais augmenter le rendement du portefeuille. Et donc l'idée, ça va être également avec ce portefeuille, au fur et à mesure, de générer un revenu qui va me permettre d'être de plus en plus libre, d'être de plus en plus indépendant, d'échapper de plus en plus à l'arbitraire. Et si vous voulez m'accompagner dans cette aventure, sachez que vous avez le lien vers l'application que j'utilise pour investir et que si vous suivez ce lien, eh bien c'est gagnant-gagnant parce que vous obtenez une action gratuite et j'obtiens également une action gratuite. C'est également comme ça qu'on va décupler la valeur. Voilà donc pour ce 4e épisode du Drama Productif. J'espère que vous prenez autant de plaisir à regarder ces vidéos que je prends de plaisir à les faire. Je vous tiens au courant de quand je pourrai débattre avec mon interlocuteur Calivision. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est de tester la technologie parce que je voudrais que vous puissiez le voir et me voir en même temps pendant notre débat. Donc, je suis en train de regarder comment est-ce que je vais pouvoir bien l'accueillir en live pour qu'on puisse avoir un échange et que vous puissiez aussi échanger avec nous. Et par ailleurs, je vous informe que je vais reprendre le rythme bientôt des vidéos sur la chaîne principale. Et donc, un de mes objectifs pour 2022, c'est de tenir ce rythme d'une vidéo par semaine. J'oublie évidemment pas notre émission Parle, mais je vous avoue que m'occuper de 2 petits-enfants prend beaucoup de temps et c'est un temps que je veux prendre parce que c'est quand même très important. Je vous souhaite donc de très belles fêtes et je vous dis à très bientôt.